bien, les origines de cette affaire, tout d'abord, résident dans le fait que mon père, magistrat à la carrière fulgurante grâce au piston dont il a bénéficié de la part de ma famille, et qui en août 2002 a cru très malin de publier sur Internet, de faire publier sur Internet des photos porno de sa deuxième femme, qui est une ex-prostituée qui s'est fait épouser sur un chantage. Suite à cela, les sites en question qui visaient à casser le chantage et à se débarrasser de cette femme ont échappé à son contrôle et ont amené au déchaînement de tout un ensemble de persécutions relativement inédits déchaînées par ce magistrat à l'aide d'un système qui est sous son contrôle contre son ex-femme et contre ses deux enfants. Il y a même Interpol et le FBI. Il nous a tout fait subir, de la perquisition à la menace de défenestration pendant ma garde à vue, et nous a fait poursuivre par un ami à lui, qui est un juge d'instruction, par ailleurs connu pour être un museleur d'antipédophiles. Excuse-moi de t'interrompre, tu viens de prononcer menace de défenestration. Ça veut dire que pendant la garde à vue, tu as été menacé de mort? Tout à fait. Par qui? Par Hervé Mollès, qui est un gradé de la brigade de répression du banditisme du SRPJ de Montpellier. Au moment où j'allais aux toilettes, je pourrais détailler davantage. Hervé Mollès? Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que cette affaire de fait sur Internet, qui est quand même une affaire grotesque, qui est prétexte à nous garder dans le collimateur, qui a été prétexte à fouiller notre maison et à nous faire subir des interrogatoires serrés pour savoir ce que nous savions des activités de mon père au cours des 2 dernières décennies, ce qui était en fait le véritable enjeu de tout ce déchaînement. Cette affaire grotesque, donc, disais-je, n'est que l'arbre qui cache la forêt, puisqu'elle a amené à la découverte d'un volet de l'affaire Allègre qui normalement aurait dû rester secret à tout jamais et qui a éclaté suite au fait que mon père, lorsque ces sites ont échappé à son contrôle, se sont retrouvés entre autres dans le magazine d'entrevue, plus tard dans François, a été saisi de panique, a fait chanter les mauvaises personnes, a obtenu par ce chantage à la fois des garanties écrites d'impunité offertes par la chancellerie et par le garde des Sceaux Dominique Perben, et donc s'est retrouvé par la suite terriblement menacé de mort par les forces qu'il avait essayé de faire chanter, c'est-à-dire tous ses petits amis du système, et donc suite à cela, venu nous déballer tout ce qu'il savait au sujet de ce fameux volet secret de l'affaire. Donc j'en étais à ce volet de l'affaire Allègre que nous n'aurions jamais dû connaître et qui serait normalement resté secret à tout jamais et qui a éclaté suite à un enchaînement d'événements que mon père ne contrôlait plus du tout. Craignant que ces sites internet ruinent sa carrière, surtout à partir du moment où ils ont été repris donc, par certains médias de presse écrite, outre les garanties écrites d'impunité qu'il a obtenues de la part de la chancellerie et de Dominique Perben en personne, il n'a pas pu résister à utiliser ses méthodes habituelles de maître chanteur. Notre père est quelqu'un qui, depuis plusieurs décennies, était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants et de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publiées les différents sites internet mentionné en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, on nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire drescher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher.
Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Donc ce qui se passe, c'est que notre père se sentait sa vie terriblement menacée, parce qu'au moment où il a cru que sa carrière était ruinée du fait des fuites qu'il avait eues à propos des sites internet qu'il a fait paraître sur sa deuxième femme, il a fait pression sur Dominique Baudis, qui était un de ses amis personnels, pour s'assurer que cette affaire ne sorte jamais dans les médias audiovisuels. Et il est vrai que le pressbook que nous avons réuni contient des articles de presse écrite, mais que c'est très tranché. Les médias audiovisuels, pourtant prévenus, n'ont jamais traité cette affaire, donc il faut croire que Dominique Baudis, qui a assez d'influence pour s'inviter sur TF1 quand il veut, alors que François Hollande était prévu de plus longue date ce soir-là, a aussi assez de pouvoir probablement pour empêcher, du moins pour un temps, la sortie d'une telle affaire dans les médias audiovisuels. En tout cas, tout semble le corroborer. Et donc notre père nous a indiqué être allé voir Dominique Baudis, encore à Toulouse, comme quoi tous nous sur Toulouse, dans cette affaire, un week-end, pour exercer sur lui des pressions, afin d'obtenir que les médias audiovisuels ne couvrent pas cette affaire, ce qui fut fait. Simplement, le problème, c'est que le chantage est une arme qui est à double tranchant, et que autant la manipulation déraisonnable de cette arme a permis à notre père d'obtenir dans un premier temps tout ce qu'il voulait, le non-traitement par les médias audiovisuels, le non-relayement de cette information, et puis les garanties écrites de la chancellerie, autant après l'avoir rassuré de cette manière et avoir attendu que les choses se tassent un petit peu, il semble que ce chantage très déraisonnable les menait à sa perte et les menait à sa mort. Donc il y a eu trois entrevues. Notre père savait où nous trouver. À Toulouse, il savait que nous étions étudiants, il avait nos certificats de scolarité. Voyant que le sol se dérobait sous ses pieds, ne sachant plus vers qui se tourner, je pense que malgré tout ce qu'il nous avait fait subir dans le passé, puisque en France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable pourristrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système, je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Notre père était un homme qui a été transformé en monstre par ce système qui fabrique des monstres. Oui, les nouveaux inquisiteurs, ceux qui se posent en moralisateurs de la société, sont en fait des gens qui n'ont pas de leçons à donner à quelconque malfrat. Voyez-vous, les criminels, au moins, ont un code d'honneur, à ce qu'il paraît, ce qui n'était pas le cas de mon père, qui a jugé les autres à haut niveau pendant des années, puisqu'il était président de chambre de cour d'appel. Donc, voyant le sol se dérober sous ses pieds, voyant qu'il avait lancé une machine infernale qui se retournait contre lui et qu'il ne pouvait plus arrêter, notre père s'est en dernier ressort tourné contre ses 2 enfants, il est piteusement revenu vers nous, ce qui a donné lieu à 3 longues discussions qui sont allées crescendo d'ailleurs, puisqu'il nous a raconté de plus en plus de choses et devenait d'ailleurs de plus en plus nerveux au fil de ces 3 discussions. Il se sentait menacé, ce qui apparaissait déjà en filigrane dès la première discussion. Il nous a dit dès la deuxième qu'il était carrément menacé de mort. Par la suite, il a passé toute une nuit à brûler des documents et des photos. J'ai bien dit toute une nuit, pas simplement 1 heure. Et apparemment, il fallait à tout prix brûler ces choses. Ni la poubelle, ni le broyeur n'étaient suffisants. Nous ne savons pas s'il a brûlé tout ce qu'il avait en sa possession, mais il en a brûlé en tout cas au moins une partie substantielle. Et sa motivation pour cela était apparemment de sauver sa tête. Il a estimé que les personnes qui auraient intérêt à se débarrasser de lui pourrait peut-être cesser d'en vouloir à sa vie s'il se débarrassait de ses cartouches. Et il semble en fait que ce soit le fait pour lui d'avoir brûlé ses vaisseaux de la sorte, de s'être débarrassé de ses dernières munitions, qui a justement amené ces gens-là à passer à l'acte. Donc ce qui se passe, c'est que rien n'est normal à propos de la mort de notre père. Il est mort le 22 février 2003, nous sommes aujourd'hui en septembre 2005. Depuis tout ce temps-là, nous n'avons cessé de remuer ciel et terre pour savoir la vérité sur la mort de papa. Elle est indéterminée et indéterminable.
L'acte de décès ne mentionne aucune cause du décès, ni l'intervention d'aucun médecin. On dit simplement qu'une personne qui travaille dans une entreprise de pompes funèbres a constaté qu'il était mort, l'a aussitôt mis en boîte et au feu. Nous n'avons jamais été prévenus de la mort de notre père, nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour... sa deuxième femme nous l'a délibérément caché. Nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour assister aux obsèques, il a été incinéré en toute hâte le jour même des obsèques, hors de l'observation des règles légales et réglementaires qui doivent présider à la crémation d'un corps, qui vise justement à faire en sorte d'éviter que l'on se débarrasse d'un cadavre suspect. Dès que nous l'avons su, nous avons saisi les 2 enfants d'un magistrat haut gradé en exercice, mort dans des conditions suspectes. On saisit personnellement le garde des Sceaux en recommandé avec accusé de réception de la mort suspecte de leur père. Nous attendons toujours sa réponse. Il n'ose même pas nous répondre. Hein. Pas plus qu'il n'ose répondre aux 15 parlementaires de l'opposition, députés et sénateurs confondus, qui l'ont saisi de ce dossier. En février dernier, en février 2005, monsieur le député Maxime Grémet a de nouveau saisi le garde des Sceaux au sujet de la mort de notre père, établissant des parallèles plus qu'édifiants entre sa disparition et celle du juge toulousain Bernard Borel. Cette question est parue au journal officiel et Maxime Grémet attend toujours la réponse, alors que le groupe l'a reposée suivant une procédure prioritaire. Et la réponse n'a pas été apportée dans le délai normal en cas de question prioritaire. Il faut-il s'en étonner? Rien n'est normal dans cette affaire. Et j'ajouterai que notre père nous a donné toutes sortes de détails qui sont tout à fait vérifiables et qui sont repris plus en détail dans les interviews écrites qui sont parues sur Internet, donc à propos de ces soirées, à propos des personnes y participant. Et d'ailleurs, bon, cette interview est accompagnée de schémas qui sont plus qu'édifiants et qui prouvent que notre père et sa clique sont le chaînon manquant qui permet enfin de tout éclairer dans l'affaire Allègre. Ce dont tout le monde se doute, c'est qu'il y a derrière l'affaire Allègre beaucoup plus de vérité que ce que l'on a bien voulu dire. On a tout fait pour dégonfler le plus artificiellement du monde une affaire qui promettait d'aller très loin et pour refermer cette boîte de Pandore. On a tout fait pour discréditer les prostituées, de même pour le gendarme Roussel qui avait entamé une véritable quête de vérité qui doit être menée à son terme. Mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, tout ce que le grand public a pu savoir, vu tous les efforts qui ont été déployés pour étouffer cette affaire, et dont les efforts déployés par Dominique Perpen, hein, qui a envoyé tout de suite sur Toulouse un membre du parquet qui est affectueusement surnommé par ses collègues les faceurs, hein, par rapport à ce fait d'armes passées dans d'autres affaires impliquant le pouvoir. On retrouve toujours les mêmes personnes un petit peu partout. Bon, devinez pourquoi Perben s'est impliqué dans l'affaire Roche. C'est compromis à voler au secours du moins défendable des magistrats et essaye en même temps d'étouffer l'affaire Allègre. Ce qui se passe, c'est que notre père, Jean Kubiek, un ami intime à lui, un compagnon de promotion de l'ENM, qui a assisté à son mariage avec ma mère, que j'ai rencontré à plusieurs reprises pendant mon enfance, ainsi qu'un certain nombre d'autres, sont tous très liés et il y a plein de données factuelles qui permettent de le prouver. Je pense par exemple à un ensemble de faits entre mille. Le couple Ignacio, le mari étant cité dans le dossier Allègre, est un couple qui s'est connu alors qu'ils étaient en poste au Havre, et mon père était leur supérieur, et beaucoup plus haut puisqu'il officiait à la cour d'appel de Rouen, donc dans le même ressort de cour d'appel, et c'est là qu'il les a connus. Kubiek a été à la fois le supérieur immédiat de Bourraguet et le subalterne immédiat de Wolf. Il est aujourd'hui encore le supérieur immédiat de Bourraguet, si je ne m'abuse. Je n'ai pas mon schéma sous les yeux. Mais il y a tout un ensemble de corrélations, de dates, de lieux, de faits, de liens entre tous ces gens, qui font que tout ce qu'on voyait dans le premier traitement de l'affaire Allègre, qui a mené à ce non-lieu qui est aberrant, ce sont quelques bulles qui crevaient la surface, mais qu'on n'arrivait pas à connecter. Mais il y a un véritable volet roche de l'affaire Allègre, de cette affaire Allègre, qui permet de compléter le schéma et de comprendre enfin la vérité. Et la vérité, c'est que c'était facile de charger Patrice Allègre comme bouc émissaire, serial killer. Donc voilà, forcément, il s'agit d'un serial killer qui a agi seul, qui explique tout, et donc on ne se soucie pas de ses commanditaires et de ce groupe secret qui utilisait Patrice Allègre, qui est peut-être par hasard un psychopathe, comme homme de main.
comme exécuteur. Bon, j'apprends que Marc Bourraguer prenait l'apéritif avec Patrice Allègre. Pour se dédouaner, il dit « Patrice Allègre m'a été amené par un ami commun ». Or, figurez-vous que cet ami commun a été décrit par la presse comme bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine. Alors, il faudrait qu'on m'explique ce qu'un serial killer qui échappe bizarrement à toutes les investigations de police, hein, et quelqu'un de bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine font à prendre l'apéritif le plus amicalement du monde chez un procureur. Je constate que Bourraguer est encore magistrat, ça me semble inconcevable. Et quant à Wolf, qui est aussi impliqué dans cette affaire et cité dans le dossier, il a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre par une mutation à la Cour de cassation. Donc je me pose la question, il faut qu'il fasse quoi maintenant pour passer au grade suivant? Il faut peut-être qu'il tue quelqu'un. J'aimerais qu'on me dise pourquoi ces gens-là continuent à exercer. J'aimerais qu'on me dise pourquoi, alors qu'il y a 190 morts élucidés à Toulouse pendant les années Allègre, Allègre et pas seulement, hein, Allègre et tout ce qui tournait autour de lui, non élucidés, pardon, oui, je crois que j'ai dit élucidés, alors qu'il y a 190 meurtres non élucidés qui ont toujours été abusivement classés en suicide. Hein. Maintenant, les gens, on ne les tue plus, on les suicide. Hein. C'est tellement plus simple, on peut fermer le dossier de suite. Hein. Comment se fait-il que la police, par exemple, trouve une personne qui est à la fois ligotée, bâillonnée, étranglée, si ma mémoire est bonne, et conclut au suicide, malgré les protestations de tout le monde? Comment se fait-il que pour toutes ces morts bizarres, on trouve toujours les deux mêmes experts près la cour d'appel, dont un qui s'appelle Alain Grin, je ne me rappelle plus le nom de l'autre, et comment se fait-il que ces deux truqueurs soient encore en exercice, n'aient jamais été sanctionnés, qu'on les trouve encore dans la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse? Tout le monde sait bien qu'il y a enfin, l'affaire Allègre, nous l'avons connue avant tout le monde, puisqu'au moment où notre père est venu nous en parler, elle n'avait pas encore éclaté. Et je crois même comprendre que ce sont les extravagances de notre père qui, par on ne sait quel mécanisme, ont amené à son éclatement un petit peu plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est que je crois que l'affaire Allègre détient les clés de la corruption du système qui nous entoure. Maintenant, bon, les gens savent très bien à quoi s'en tenir, savent très bien que nous vivons dans une parodie de démocratie et que nos maîtres nous projettent les apparences d'une liberté factice. Notre père a été très précis sur le groupe dont il nous parlait. Apparemment, il y a toute une partie de ceux que j'appelle nos maîtres, hein, n'est-ce pas ce qu'ils sont, il y a une espèce d'élite autoproclamée qui n'est pas du tout basée sur le mérite mais sur le piston et les liens interpersonnels, et ces gens-là sont des loups qui gèrent le troupeau de moutons et puis qui consomment aussi du mouton à tous les repas. Donc il y a un groupe de prédateurs qui, à mon avis, n'existe pas seulement sur Toulouse. Bon, il se trouve que c'est sur Toulouse que ça a éclaté, puisque bon, la magistrature et toutes ces choses sont beaucoup plus gratinées, beaucoup plus mafieuses dans le sud. Hein. On connaît aussi le ressort de Nice, et encore bien d'autres choses à dire. Mais le peuple doit être conscient qu'on le trompe, que sa pseudo-élite autoproclamée qui le trompe depuis beaucoup trop longtemps est en fait un ramassis d'opportunistes arrivistes qui nous ont réduits en esclavage sans qu'on s'en aperçoive, hein, qui ont pris le contrôle de nos vies et qui donc estiment pouvoir exercer une prédation sur le troupeau, pouvoir transgresser toutes les lois, y compris celles de la morale et de la décence la plus basique, alors qu'ils sont eux-mêmes chargés de les faire respecter et eux-mêmes payés pour nous les faire respecter. Et donc, bon... C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Qu'est-ce qu'on raconte? Donc, comment fonctionne cette secte? On approche les gens qui ont de la puissance. Hein. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne veut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il assistait. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à ces activités. On invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, hein, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite, on passe à des choses de plus en plus sérieuses.
et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe, et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société. On raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain, et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui en effet après sont complètement débridés, imbus de leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur. Donc il y a plein d'affaires ces derniers temps, et il y en a de plus en plus, il y en aura toujours plus, je crois, malheureusement, qui ont permis au grand public d'avoir quelques lumières, quelques fugitives lumières sur ce qui se passait vraiment. Je pense à toutes ces disparitions de gens, à toutes ces disparitions d'enfants. Je pense au suicide fort opportun du gendarme Jean-Père, de 2 balles différentes. Il faut vraiment se haïr pour se suicider de 2 balles différentes, à la veille où sa quête allait pourtant connaître un aboutissement, puisqu'il devait aller voir le procureur pour lui raconter ce qu'il avait découvert sur les disparus de Lyon. Je pense en Belgique à l'affaire Dutroux, dans laquelle il y avait des collaborations, des implications qui remontaient jusqu'au plus haut niveau de l'État. Je pense à un plus petit niveau au muselage d'une association antipédophile par le juge d'instruction que notre père nous a fiché aux fesses et qui était un ami à lui. Il y a plein d'autres affaires. Bon, par exemple, figurez-vous qu'il y a un policier français qui est à l'heure actuelle en fuite sur le territoire britannique avec son arme de service, ce qu'on n'a pas manqué de souligner, parce qu'il semble qu'il a découvert des choses que l'on souhaite cacher à propos de la disparition de la petite Estelle Mouzin. Alors bien entendu, on a essayé de faire passer ce bonhomme pour fou, et il a préféré s'enfuir en Angleterre parce qu'il avait peur, à mon avis à juste titre, qu'on l'assassine. Et d'ailleurs, dans son enquête, il s'est heurté à des documents classés secret défense. Alors j'aimerais bien savoir en quoi la disparition d'une petite fille intéresse la défense nationale. Alors comme j'ai mauvais esprit, je me dis qu'on classe des documents secret défense simplement pour ne pas qu'on découvre la vérité. La vérité étant, vous savez, j'ai très mauvais esprit, que cette petite a été la proie d'un de ces groupes. Donc voilà, c'est le réseau, bien entendu, qu'entre magistrats et entre policiers, même si tous les magistrats, même si tous les policiers n'appartiennent pas à ce groupe, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient bien placés, bien entendu, pour dévier une enquête, et toujours nettoyer les preuves, et s'assurer que l'on ne remonte jamais jusqu'au loup qui nous gouverne. Nous sommes des moutons gouvernés par un troupeau de loups. Notre mère a pu voir à l'époque, quand elle assistait à des repas de magistrats où on discutait la veille ou l'avant-veille d'un procès, de comment mon père allait truquer le procès du lendemain. Elle était ressortie de ces repas entre nos tables, déjà, avec la ferme impression que nous ne sommes tous que des moutons comparaissant devant des tribunaux de loups quand on nous traduit en justice, en tout cas quand les affaires ont une quelconque importance. Et ce qui nous motive aujourd'hui, nous avons une double motivation aujourd'hui à dévoiler la vérité, en sachant que nous n'avons pas la moindre confiance ni en la justice, ni en la police, ni dans le système judiciaire. J'insiste très lourdement sur le fait que nous les connaissons beaucoup trop pour avoir la moindre confiance en eux. Alors il y a parmi eux des individus vertueux, je pense par exemple au gendarme Roussel. Il n'y a pas que lui, il y en a certes plein d'autres, mais le système est beaucoup trop gangréné. Vous savez, il suffit de mettre une pomme pourrie dans un panier pour que tout le panier soit très bientôt pourri. Les pourris se font avancer les uns les autres, se cooptent entre eux au niveau supérieur et s'arrangent toujours pour verrouiller le système. Ils ont des méthodes technocratiques terriblement efficaces. Et ils ne laissent rien au hasard, alors que les individus qui poursuivent la quête de la vérité sont bien trop souvent isolés ou mis à l'écart. Donc, primo, sachant que, même si je pense que ces révélations devraient rouvrir le dossier, je pense que le système lui-même nous mettra tous les bâtons dans les roues, et mettra tous les bâtons dans les roues des chercheurs de vérité pour arriver jusqu'au bout. Et c'est pour cela que tout cela doit se passer sous l'œil du peuple, et qu'il faudra vraiment pousser à la roue si on veut que les choses avancent. Elles n'avanceront pas d'elles-mêmes très loin de là, puisque tous les obstacles seront placés. Mais cependant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et nous poursuivons un double but. Tout d'abord, à titre un petit peu égoïste quelque part, mais c'est quand même notre droit le plus strict. Nous avons bien compris que nous ne saurons jamais la vérité à propos de la mort de papa si nous ne disons pas nous-mêmes toute la vérité qu'il est venu nous dire au dernier moment. Alors, certes, nous ne pouvons garantir à 100% la véracité de tout ce qu'il nous a dit. Il est vrai qu'il devenait très nerveux sur la fin. Mais cependant, voilà le témoignage d'un magistrat qui devrait être largement pris en compte, et pour notre part, nous
nous sommes sûrs nous sommes absolument certains, à titre personnel, de la véracité de l'écrasante majorité de ce qu'il nous a dit. Peut-être peut-il qu'il forçait le trait sur tel ou tel aspect. Quand bien même cela serait le cas, la réalité restante reste quand même on ne peut plus terrible. Et puis d'un point de vue plus altruiste, je pense que cette affaire est l'occasion idéale de faire œuvre de salubrité publique. Tout le monde sait très bien que notre système est corrompu jusqu'à la moelle, aurait grand besoin d'un coup de balai, mais bon, il sait faire taire les opposants à coup de procès, à coup de contrôle des impôts. Notre père magistrat pouvait faire taire un contrôle des impôts à qui il le voulait. Hein. Il ne s'en est jamais privé. Donc le système a des anticorps contre la vérité, contre ceux qui... si vous voulez, c'est un petit peu comme si une maladie avait pris le contrôle d'un corps et donc décidé de lutter contre tous les remèdes qu'on souhaiterait lui appliquer. La gangrène en est arrivée à un tel point, et il faut encore nous savons de quoi nous parlons, que le système lutte de toutes ses forces contre ceux qui souhaiteraient le rationaliser. Cependant, il semble que cette affaire est en effet une occasion unique par tout ce qu'il y a en conjonction. Je crois qu'on n'est pas prêt de revoir une affaire où tous les voyants s'allument en rouge de la sorte. Et il semble en plus, alors que normalement personne n'aurait jamais su la vérité, que notre père soit en quelque sorte la ficelle sur laquelle il faut tirer pour dévider enfin toute la bobine et pour que le peuple retrouve enfin ce à quoi il a droit, c'est la vérité, la terrible vérité. Oh, c'est une vérité qui fait très mal, une vérité qui fâche, surtout dans les plus hautes sphères. Mais nous recherchons la vérité et nous n'arrêterons pas tant que nous, tant que vous, tant que nous tous, nous n'aurons pas toute la vérité sur ce qui se passe dans ce pays. Je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer librement sur votre antenne. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que cela fait plus de 2 ans et demi que mon frère et moi-même nous battons pour connaître la vérité pour élucider la mort de notre père. Notre père était magistrat et non des moindres, puisqu'il était président de chambre après la cour d'appel de Montpellier en dernier temps, dans les 6 mois qui ont précédé sa mort en fait. Et nous ne parvenons pas, mon frère et moi, à savoir dans quelles conditions notre père est décédé. Nous ne parvenons pas à élucider les conditions de sa mort, et tout laisse à penser que notre père a été assassiné par rapport aux révélations qu'il a fait quelque temps avant sa mort. Il est revenu vers nous pour nous faire des révélations plus que troublantes, et il est vrai que notre frère et moi, nous devions de dire toute la vérité sur ce qu'il nous a rapporté quelque temps avant sa mort, pour nous aussi avoir un espoir de découvrir un jour ce qui s'est passé réellement ce 22 février 2003, jour de sa mort. Donc notre père a commencé sa carrière à Toulouse en tant que substitut du procureur, et c'est à cette époque-là qu'il a noué bon nombre de relations. Il était un ami intime de Dominique Gaudis et il connaissait bon nombre de personnalités ayant été citées dans le dossier Allègre, et à plusieurs reprises, relativement peu de temps avant son décès, il a souhaité voir ses enfants, ses 2 seuls enfants, pour nous faire, à mon frère et à moi, des révélations à ce sujet-là. Donc il nous a révélé notamment l'existence d'un groupe, un groupe dont l'existence est secrète, composé de gens de pouvoir et de très grande influence. Et il nous a dit ce qui se passait au cours de ces soirées-là, et peu de temps avant sa mort, notre père se sentait extrêmement menacé dans sa vie, tant et si bien qu'il avait installé son bureau dans la cave, chez lui, à son domicile, et se rendait aussi peu que possible à son bureau au palais de justice à Montpellier. Il nous avait dit même avoir peur de se faire shooter, pour employer ses propres termes, par la fenêtre, et était devenu absolument paranoïaque tant il se sentait menacé dans la vie de tous les jours, et a pensé qu'il était plus stratégique pour lui d'opérer certaines révélations sur ce qui se passait dans ces soirées. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il vous a raconté ce soir-là? À vrai dire, il y a eu 3 rencontres entre mon père et ses enfants, donc moi et mon frère. Et il nous a donné de nombreux éléments qui donnent la chair de poule et qui font froid dans le dos lorsqu'on les entend. Il nous a notamment parlé de sortes de cérémonies et d'une philosophie
qui est diffusée dans ce genre de groupe, une philosophie qui consiste dans le dépassement des limites humaines. Et il nous a raconté comment ce groupe se livre à des activités criminelles. Et vraiment, c'est vrai que rien que d'en parler, ça donne la chair de poule. Et vraiment, disons que notre père, en faisant ces révélations, a soulevé le voile de quelque chose de terrifiant. Et il est décédé en février 2003, relativement peu de temps avant que l'affaire Allègre n'éclate au grand jour dans les médias. Depuis que cette affaire a éclaté, bon nombre de personnes ont tenté de discréditer cette affaire et ont discrédité les gens qui souhaitaient faire avancer la vérité. Mais tout le monde sait très bien qu'il y a beaucoup de choses bien réelles derrière cette affaire. Et c'est ce que notre père nous a dit quelque temps avant sa mort est plus que troublant. Et cette mort est inexpliquée encore à ce jour. Et nous, ça fait 2 ans et demi qu'on se bat pour savoir la vérité. Cela fait également plus de 2 ans que l'on a saisi personnellement par lettre ouverte le garde des Sceaux de notre permanent de la mort de ce magistrat haut gradé en exercice. Et cela fait plus de 2 ans qu'il ne nous a pas répondu et jamais il ne nous sera répondu. Il y a aussi des parlementaires, députés, sénateurs confondus d'opposition qui ont questionné le garde des Sceaux pour savoir quelle analyse ils portaient sur ce dossier et qu'est-ce qu'ils avaient à dire concernant la mort d'un magistrat en exercice. Bon, le décès d'un magistrat en exercice, ce n'est quand même pas courant. Notre père avait à peine 60 ans. Et ça a toujours été l'inertie la plus totale en face. Ce groupe est composé de gens d'influence et qui se protègent entre eux. On ne peut pas y rentrer comme ça n'importe comment, il faut avoir un certain statut pour accéder à ce genre de soirée. Et ce qui s'y passe, pour vous donner une description rapide, c'est qu'il y a toutes sortes de personnes qui sont isolées dans la société et cela peut aller... il y a des clochards ou des gens auxquels personne ne s'intéresse, qui sont isolés de tout le monde et qui sont les victimes dans ce genre de soirée non consentantes. Et notre père nous a parlé notamment de détails terribles, d'images de chair transpercée, de gens brûlés avec des cigarettes et de viols et de films qui sont tournés et qui sont ensuite revendus à des sommes terribles, à des gens qui s'échangent sous le manteau. Voilà ce qui se passe à ce genre de soirée. Et tous ces gens d'influence se retrouvent au nom d'une philosophie qui viserait à dépasser les limites humaines. Dans quel intérêt? Dans quel but? Écoutez, je crois que la psychologie de ce genre de gens est très difficile à percer, mais je pense qu'une très grande perversité morale et une perversion, une grande corruption intérieure anime les gens de pouvoir qui sont dans ce groupe. Est-ce qu'il vous a parlé de sacrifices humains ou de rituels sataniques ou d'autres choses? Il nous a parlé effectivement de rites et comme je vous le disais, de cette philosophie qui n'est pas sans rappeler certains rituels. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait assisté à des sacrifices humains? Notre père était un membre de ce groupe et avait assisté effectivement à ce genre de choses. Il a réalisé? C'est la raison pour laquelle il était à ce point-là terrifié et qu'il se sentait menacé dans sa vie. Parce qu'il savait beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de gens qui participaient à ce genre de soirée et qu'il avait notamment de nombreux éléments à ce sujet-là. Est-ce qu'il avait lui-même participé, est-ce qu'il avait réalisé des sacrifices humains? Écoutez, vous savez, le témoignage de notre père, nous l'avons reçu, nous l'avons rapporté de la manière
la plus exacte possible. Il nous a dit ce à quoi il avait assisté et ce qu'il avait vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Ce que je vous décris, et ce qu'il vous a décrit à mon frère et à moi. Uniquement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire? Non. Non, je pense que ça vient en complément de ce que mon frère a déjà dit. Qu'est-ce que tu attends des gens en général, des autorités, si jamais il y a des... C'est la vérité, tout simplement. C'est la vérité parce que nous savons pertinemment que notre père n'a pas connu une mort naturelle et ce que nous cherchons plus que tout, c'est la vérité sur la mort de papa. Elle nous est due. Bien déjà sur le moment, lorsque notre père nous a révélé tout ça, j'ai perçu très durement. Ça c'est évident. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de le révéler publiquement peut réellement nous aider à découvrir la vérité. Et je pense que ce genre de choses, aussi graves soient-elles, doivent être connues du grand public. Et les gens doivent savoir ce qui se passe dans les coulisses de la société. Les gens doivent savoir ce que les gens de pouvoir et les gens d'influence que l'on dit respectables font de leur hobby. Et tout cela ne doit pas rester secret, doit être révélé au grand jour. Donc j'aspire à un grand souffle de vérité. À vrai dire, cette affaire, ce magma m'anime des sentiments les plus divers. Bon, tout d'abord, par rapport à mon père, bon, je n'ai jamais été un tant soit peu animé de haine à son égard, malgré tout ce qu'il a pu nous faire. D'autant que la haine n'est jamais une solution. Disons que j'ai souvent regretté tout ce qu'il nous a fait subir, et là, bon, j'avoue que je suis attiré et animé d'une très grande tristesse, déjà de constater, d'apprendre de sa bouche même, et dans quelles circonstances, et si peu de temps avant sa mort, les turpitudes dans lesquelles mon père, un magistrat haut placé, est allé se vautrer. Donc c'est vrai, vraiment une très grande tristesse. Enfin, tout cela me navre au plus haut point, et même bien davantage. Bon, d'autre part, il est vrai que je suis animé d'un certain degré de compassion envers son ambivalence dans les derniers temps, bon, après avoir été l'ennemi qu'il fut pour nous, et cela sans le moindre motif. Bon, il y avait chez lui un aspect, bon, derrière son cynisme, hein, il nous avait dit qu'il nous racontait ça aussi pour se ménager des assurances, hein, je cite. Mais même derrière son cynisme, il est revenu vers nous aussi. Cela se sentait, c'est des choses qu'on sent viscéralement quand on descend de l'intéressé. Bon, il y avait un aspect rédemption. Je crois qu'au dernier moment, au moment où le sol se dérobait sous ses pieds, au moment où sa vie commençait peut-être déjà à lui repasser en accéléré, notre père a réalisé l'immense gâchis qu'il a fait de toutes les possibilités qui lui étaient tombées du ciel. C'est quelqu'un qui a eu toutes les chances et qui a tout jeté avec le pied et qui s'est même donné de la peine, hein, pour faire du mal gratuitement aux autres. Je pense qu'au dernier moment, il a eu une mauvaise conscience terrible, peut-être une grande peur aussi de ce qu'il attendait au-delà de cette mort qu'il sentait approcher à grands pas. Et il est venu nous voir un petit peu comme on serait venu voir un confesseur, je pense, au-delà de l'aspect utilitaire qu'il y avait dans sa démarche. Il y avait un repentir. On peut douter de sa sincérité. Qui sait ce qu'il serait arrivé d'ailleurs si la situation s'était rétablie dans son état antérieur. Peut-être que nous aurions eu de nouveau un ennemi face à nous. Mais il y avait en tout cas une sincérité du moment, une quête de rédemption dans ces dernières confessions d'un homme qui a contemplé l'abîme et qui se retrouve poussé par-dessus le bord par ses compagnons de route lors de ces dernières années dans ces explorations abyssales je pense, des profondeurs du mal dont peut être capable l'être humain. Je pense que ces gens-là, si vous voulez, très imbus de leur pouvoir, finissent par se prendre pour des demi-dieux et plus du tout pour des humains, pour des gens qui n'ont plus à respecter aucune règle, et qui n'ont plus qu'à explorer l'étendue de leur pouvoir et des turpitudes et des abus qu'ils peuvent se permettre, comme s'il y avait une espèce de course vers le pire, de record à battre en la matière. Il semble que notre père était bien placé dans cette course.
Bon, et puis d'autre part, d'un point de vue plus général, il s'agit des sentiments finalement personnels, de regret face à tout ce gâchis, à notre sujet. Je pense aux victimes, bien entendu. Enfin, à ce système de mort, à cette expression d'un véritable système de mort dont notre père était partie intégrante. Et puis de manière générale, je suis animé aussi d'autres sentiments sur un plan plus général. Tout d'abord un sentiment de révolte. J'aimerais bien qu'on m'explique comment un dixième, comment un centième de tout cela peut se produire dans un état de droit, soi-disant, dans une démocratie, soi-disant, à moins qu'on nous ait menti. Je pense à nos droits les plus fondamentaux, qui sont le droit de résistance à l'oppression. Eh bien, je pense que c'est un droit qu'il serait temps de mettre en œuvre. Le peuple français a déjà montré ce qu'il pensait de la tyrannie. Je pense qu'il y a une tyrannie qui ne dit pas son nom, qui s'est déjà installée, qui persiste à s'installer. Les juges ont un pouvoir exorbitant qui n'est contrebalancé par aucune responsabilité. Comme tout citoyen, les juges doivent être responsables, au civil comme au pénal, de leurs actes, de leurs erreurs, doivent payer avec leurs biens personnels, les victimes ne sont pas indemnisées avec nos impôts, les juges sont des gens qui jouent avec nos vies. Le juge Burgot a brisé la vie de 13 personnes à Outreau, que strictement rien n'accusait, cautionné par la Chambre de l'instruction, cautionné par le restant du système. Comment se fait-il qu'un juge peut, simplement le plus discrétionnairement du monde, décider que 13 personnes doivent passer 3 ans en prison alors qu'elles n'ont pas été condamnées par un tribunal, et puis le tout sera ensuite financé à 100 000 € chacun par nos impôts, et le dit juge, le juge Burgot, sera récompensé pour l'ensemble de son œuvre par une promotion au parquet antiterroriste de Paris, où il pourra causer encore bien davantage de dégâts. Donc il y a des déséquilibres flagrants dans le système. Je pense que le système n'est pas réformable et qu'il est temps que le peuple qui avait confié le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui n'appartient qu'au peuple. Ce pouvoir a été confié aux juges pour servir. Ils l'ont détourné en moyen de domination mobilisé pour la servir. Il est temps que le peuple se mène à nouveau de ses propres affaires, qu'il a trop longtemps déléguées aux mauvaises personnes. Et donc j'ai un sentiment de révolte qui me donne envie de rappeler à tous ceux qui pourront regarder cette bande notre droit constitutionnel à tous, et même notre devoir citoyen de résistance à l'oppression lorsqu'elle se manifeste. Je pense qu'il n'y a plus grand monde qui ait le moindre doute à ce sujet-là. Donc attendons-nous. Et puis bon, au-delà de ce sentiment de révolte, pour terminer sur une note plus positive, je suis animé par un immense espoir. Je pense que le système est malade et que cette maladie est devenue tellement évidente, tellement grave, qu'elle est en train de générer ses propres vaccins. Je pense que les gens comme nous sont plus nombreux que ce qu'ils croient. Certains se reconnaîtront peut-être en écoutant. Et je crois que les problèmes ont fortement tendance, lorsqu'ils deviennent trop graves, à générer leurs propres solutions. Cela fait beaucoup trop longtemps que le vase déborde. Et je pense que cette affaire est l'occasion idéale, en dévoilant enfin des choses pour lesquelles on aura épargné aucun effort pour les dissimuler au peuple. Je pense que la vérité va enfin apparaître en pleine lumière, et que la vérité nous rendra libres. Ce que je crois, c'est que notre société est devenue un théâtre d'ombre, est devenue le lieu d'une imposture. Nous sommes tous un petit peu sur une scène, ne nous doutant pas que nous sommes les héros et surtout les victimes d'une pièce qui est écrite en coulisses. Nous sommes déjà passés de l'autre côté du rideau. Notre père faisait partie des gens qui ont tout pouvoir sur ce qui se passe sur la scène. Nous savons exactement ce qui se passe dans les coulisses. Et ce que nous appelons de nos voeux, l'espoir énorme que crée notre affaire, c'est de faire enfin tomber le rideau et de permettre enfin aux spectateurs que nous sommes tous de cette société qui nous broie, nous pourrions passer de spectateurs subissant cette société à véritables acteurs de notre propre existence. C'est le but de notre initiative. Nous souhaitons faire tomber le rideau, que tout le monde voit enfin ce qui se passe dans les coulisses. Et je peux vous dire que le spectacle, s'il est certes surréaliste, n'est pas beau du tout à voir, mais je pense qu'il est plus que temps de passer à autre chose, et que cette affaire crée cet espoir. Nous souhaitons être les porteurs de cet espoir. Et croyez bien que nous n'arrêterons jamais de poursuivre la vérité jusqu'à ce que nous l'ayons trouvée, et jusqu'à ce que nous puissions enfin la faire connaître à tout le monde.